Ça doit marcher. Ça marche plus. Si, c'est bon. Ça fonctionne. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour cette première édition de C'est mieux, c'est mieux. Donc merci à tous d'être venus pour cette première édition de Mobility & Co. Pour nous, cette première édition est importante parce que il y a plusieurs éléments par rapport à ça. Le premier, c'est que il y a très longtemps, il y a plusieurs années qu'on avait réfléchi à se réunir avec nos partenaires, clients, fournisseurs, prospects, en se disant il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce que sera la mobilité demain et l'autopartage en l'occurrence. Et on n'avait pas eu le temps ni les ressources, je crois qu'on dit ça comme ça, pour le faire. Et donc, on est très content de pouvoir le réaliser ce soir. La deuxième chose, c'est qu'il s'est passé de nombreuses années depuis qu'on a démarré, un petit peu moins de 10 ans. Il y a eu pas mal de périodes charnières dans l'entreprise. On est dans une période charnière pour l'entreprise et pour la mobilité en général professionnelle ou dans les entreprises. Et je voulais juste revenir sur le parcours d'MTG rapidement. La création en 2009, c'était une idée. On s'est dit que ça pouvait marcher. On a réfléchi à 2-3 choses. Et puis, il y a eu une période importante qui était en 2013 où un opérateur de téléphonie s'est dit « Tiens, puisque l'autopartage, ça existe, je vais mettre 3000 voitures en place ». Et alors, ça a été une révolution pour MTG. C'est une évidence absolue. Et ça a été une révolution aussi pour l'autopartage parce qu'il y a eu un avant, un après. On avait du mal à rencontrer des gens pour leur parler de notre métier. Et ensuite, ça a été beaucoup plus fluide. Et puis, dernièrement, il y a 18 mois, il y a eu une autre période importante de l'entreprise, c'est que nous avions depuis longtemps des ambitions. Nous avions depuis longtemps des ambitions qu'on a essayé de satisfaire tout au long de l'évolution de l'entreprise. Et nous avons fait une levée de fonds parce que sans argent, c'est toujours un peu difficile. Et nous avons réussi à mettre quelques millions dans l'entreprise pour nous permettre d'aller au-delà de ce qu'on voulait faire, de recruter le personnel dont on avait besoin et de devenir d'industrialiser en partie notre activité. Et puis cette année 2018 a été un élément aussi important parce qu'on a eu, depuis 2013, je parlais d'Orange tout à l'heure, je le répète à nouveau, et puis en 2014, des contrats d'importance pour nous, et on arrivait au terme de ces contrats. Et on était soit en renouvellement, soit on faisait autre chose. Eh bien, la confiance que vous nous avez témoignée, on en est plutôt fiers, parce qu'on se dit qu'on vous a rendu un service qui vous a plu, sinon vous ne l'auriez pas fait. Et aucun de nos contrats qui devaient être renouvelés n'a pas été renouvelé. Donc on était plutôt satisfaits, plutôt un peu fiers de tout ça. J'aurais juste un petit mot, je ne vais pas vous tenir très longtemps, mais j'aurais juste un petit mot pour vous dire qu'on a eu une grosse évolution en 2017 où on est passé d'une dizaine de salariés à une quarantaine. C'est pas simple. Alors, je sais que vous travaillez pour certains dans des groupes où il y a plusieurs milliers de personnes. Nous, on fait avec les éléments que l'on a entre nous. En revanche, on est, je pense que Didier le partage aussi puisqu'on en a parlé, mais on est très content du travail que font nos salariés et on est... je peux vous dire qu'ils mettent une volonté, une détermination à vous rendre un service le plus efficient possible, qui est pour nous un gage de réussite. Voilà. J'ai tout dit. Tu veux dire un petit mot ? Oui, tu as tout dit, je pense. Oui, effectivement. Nos 35 salariés ou 36 salariés aujourd'hui, de tout le travail qui s'effectue au quotidien. C'est vrai qu'on a commencé à 2, donc ça fait un sacré chemin. Xavier nous a connus... nous étions que tout petits. Voilà, donc c'est une étape, c'est important. On est là pour fêter BMTG, mais on est là aussi donc, pour fêter nos clients et nos futurs clients. Voilà, cet événement est important parce qu'il essaie de mettre au cœur de l'innovation le client, l'expérience client, l'évolution de son comportement. On est en train de voir en tout cas une révolution dans les mobilités. On ne s'imagine pas, mais en 2050, le volume de mobilité va doubler. C'est énorme, donc il y aura l'autopartage, il y aura bien d'autres choses. Donc voilà, il faut que nous, en tout cas, chez MTG, on a voulu mettre ce client au cœur de notre stratégie
Et c'est pour ça que vous êtes là. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une petite salle, je dirais, mais on va dire que le prochain événement sera la un peu deuxième plus édition, grand. vous réservez le Zénith. Et voilà, donc c'est ça, en tout cas, la philosophie, la philosophie de cet événement. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. On vous retrouvera tout à l'heure, Didier et Pascal. Je ne sais pas si on m'entend. C'est bien qu'on m'entende parce que l'événement vous réunit physiquement ici, mais il est live streamé en direct et donc il y a aussi, j'espère, de nombreux internautes qui suivent cette présentation derrière leur écran et on les salue. Je suis Xavier de Bontride, je suis journaliste et directeur des rédactions du Journal des entreprises, qui est un média économique de proximité qui s'intéresse aux entreprises, PME, ETI dans les territoires. J'ai la chance personnellement de connaître MTG qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. On parle de l'époque où c'était Cityroule, je ne sais pas si on a encore le droit de le dire, mais c'était ça l'origine. Et en une douzaine d'années, j'ai eu le privilège de voir effectivement l'évolution de votre entreprise. À l'époque, quand on parlait d'autopartage, quand vous nous parliez d'autopartage, on se demandait ce que recouvrait ce concept. Aujourd'hui, évidemment, il est à la fois dans toutes les têtes et surtout dans de plus en plus les modes de déplacement et de mobilité. Et donc, c'est de tout cela dont on va parler ce soir. Je suis très heureux d'être à vos côtés pour animer cette soirée. Permettre aussi que vous puissiez, tout à l'heure, on va prendre le temps pour ça, poser des questions et aller peut-être un peu plus au fond des choses, puisque l'objectif de cette soirée, c'est également de vous présenter la roadmap, c'est comme ça que vous dites, je crois, chez Mobility Tech Green, c'est-à-dire les grandes orientations stratégiques qui vont dessiner le parcours de l'entreprise dans les prochaines années. Et pour qu'on en prenne bien la mesure, vous avez prévu de nous présenter ça en images et on va le découvrir tout de suite. Eric se conjugue désormais avec le partage afin de redonner du sens au déplacement. Profondément convaincu par le changement d'un paradigme de possession vers celui de l'utilisation, découvrez l'histoire et les valeurs de Mobility Tech Green. Marqué par 4 grands temps forts lors de son épopée, Mobility Tech Green a su se développer, devenant aujourd'hui le leader en Europe de l'autopartage pour entreprises et collectivités. Mobility Tech Green a été créé en 2009 par Pascal Roux et Didier Houal. En 2013, l'entreprise a connu un tournant en signant le plus gros contrat du marché de l'autopartage B2B à ce jour avec Orange. En 2017, une belle levée de fonds de 5 millions d'euros a été réalisée. Et aujourd'hui, Mobility Tech Green vous présente son projet d'innovation 2020 I2M. Venez découvrir le quotidien de Mobility Tech Green. L'aventure a débuté par la création d'une plateforme B2C pour de l'autopartage public à destination des habitants de la ville de Rennes. Et en 2009, on a créé Mobility Tech Green pour développer les nouvelles mobilités professionnelles et notamment tout ce qui touche à l'autopartage B2B. La plateforme de mobilité s'appelle eColibri. Cela vient d'une légende amazonienne qui raconte qu'à la suite d'un grand feu de forêt, tous les animaux ont fui ce feu de forêt et seul un colibri faisait des allers-retours entre le lac et ce feu de forêt pour essayer de l'éteindre. Le tatou, à un moment donné, interpelle le colibri, il lui demande est-ce que tu penses éteindre le feu de forêt en faisant ainsi, ce à quoi le colibri répondit non, mais en tout cas, je fais ma part. Donc on a appliqué cette parabole à notre solution en l'appelant eColibri. Nous avons créé le pôle international début 2018. Nous avons doublé les effectifs des commerciaux. L'équipe commerciale est là pour garantir un accompagnement de tous les instants à nos clients et nos partenaires. Ce qui m'anime au quotidien, c'est de mettre en avant la valeur ajoutée d'un service d'autopartage. Car il est indispensable aujourd'hui de penser green. Chez Mobility Tech Green, nous avons un programme d'happiness management parce que des employés heureux, ce sont des employés productifs. Donc nous avons aménagé des espaces de convivialité et nous organisons régulièrement des activités en interne, des activités de team building et aussi à l'extérieur, les jeudis soirs, les after-work. Donc en fait, mon travail, c'est de donner le sourire aux employés.
Aujourd'hui, la philosophie de l'entreprise, c'est de travailler en méthode agile et transverse, ce qui nous permet une grande réactivité aux demandes. Notre rôle est de donner satisfaction aux clients et prospects en leur apportant la meilleure des solutions techniques. Ce que j'apprécie au sein de Mobility Tech Green, c'est cette créativité en interne qui nous permet d'imaginer les produits de demain. Le pôle marketing communication est véritablement au cœur de la stratégie de Mobility Tech Green. Nous sommes à la fois les messagers de l'entreprise sur le marché d'autopartage B2B, mais aussi des conseillers qui vont bien accompagner l'entreprise dans le déploiement d'un service d'autopartage en interne. Bien communiquer, c'est bien fédérer les salariés auprès de ce nouveau service de mobilité. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très fiers de vous présenter le programme d'innovation I2M 2020 pour Intelligence to Mobility, qui va sans doute révolutionner le monde de la mobilité professionnelle. I2M pour Intelligence to Mobility est ainsi notre programme d'innovation 2020 permettant de repenser en profondeur la mobilité professionnelle. Constituée de 10 axes principaux, cette feuille de route exposera au monde entier le savoir-faire français en termes de nouvelles technologies et de vision à long terme. AICO, Artificial Intelligence for Keyless Organizations. EV, Elaboration of Vehicles Ecosystem. IVA, Intelligent Virtual Agent. ARIA, Augmented Reality for Interactive Adventures. SOFI, Starter Offer for Instant Experience. SID, Clean Interface Design. ODI, Onboard Device Evolution. FLORA, FleetLink Optimization with Real-Time Assistance. EMET, Ecosystem of Mobility for Eco-Friendly Trips. ACE, Automation for Corporate Efficiency. Voilà, alors beaucoup d'acronymes, on va les détailler sans doute dans quelques instants. Je vais demander tout de suite pour une première séquence qui va nous permettre de aller un petit peu dans le détail, pas de tous les 10 concepts. Ce ne sont pas des produits, ce sont des concepts qui ont été rapidement résumés de cette manière. On va le faire avec les membres du CODIR de Mobility Tech Green. J'invite à me rejoindre Samia Arfaoui, vous êtes la directrice internationale en charge du commerce. Merci de prendre place de l'autre côté. J'invite aussi Mélinda Huchet de l'ABI, la directrice des opérations, Alexandre Fournier, directeur marketing et communication, et Pierre Butin, le directeur technique de MTG. Merci d'être avec nous. On va prendre un petit moment pour peut-être revisiter certains des grands thèmes que vous avez les uns et les autres présentés dans cette séquence. Voilà, chacun va trouver sa place. Ou Pierre, vous pouvez peut-être aller de l'autre côté là-bas comme ça. Non, c'est bon. Est-ce que vous masquez l'écran? Non, c'est parfait. On vous voit bien et on a bien identifié les fonctions respectives de chacun. Alors, ça a été dit dans ce film, il y a une histoire intéressante qui a été rappelée rapidement avec quelques milestones, comme on dit, quelques points d'étape, points clés.
Est-ce que, Alexandre, vous souhaitez revenir sur certains de ces points clés? On a vu notamment qu'il y avait des prix, on a vu un nombre de trophées, 9 je crois si j'ai bien compté, qui vous ont été adressés. C'est une forme de reconnaissance évidemment de la compétence technologique de la solution proposée par MTG. Tout à fait, et au-delà de l'aspect technique aussi, il y a un aspect savoir-faire, je pense, qui est en train d'être valorisé côté Mobility Green. Le dernier en date, c'est le trophée qu'on a reçu pour l'auto-entreprise, concernant des projets ICO, qui prime un peu ce qu'on est en train de faire avec Enedis. Donc un projet d'autodispatch, pardon, où on va pouvoir attribuer automatiquement à un technicien un véhicule pour une intervention. On va rentrer dans le détail des différentes solutions. Ce qui frappe quand on regarde la dimension, les champs qui sont couverts par ces différents axes stratégiques, c'est toujours la volonté de service. On est au service des entreprises et des collectivités, qui sont les deux marchés que vous adressez principalement sur la démarche de l'autopartage. Et il faut satisfaire ce besoin, simplifier l'expérience utilisateur. Complètement. C'est pour ça qu'on a en collaboration avec Pierre, qui travaille entre nos deux services. Du coup, c'est vraiment important de travailler l'ergonomie tout le temps. C'est un produit qui est organique et Colibri, qui évolue dans le temps. Et on sait bien qu'en 12 années, du coup, on a une expertise qui est reconnue maintenant sur le marché. De ce point de vue-là, 2018, c'est aussi une période importante. Pascal Roux parlait de période charnière. Il y a la refonte de votre solution e-Colibri. Oui, c'est ça, tout à fait. On est en train de travailler sur le design. Alors, partie design en ce moment, et puis la partie vraiment de fond. Pierre va plus en parler sur l'aspect vraiment technique en fait, de la solution qui va être refondue aussi. On peut avoir quelques chiffres, pendant qu'on y est, on a parlé des trophées, quelques chiffres sur la dimension des utilisateurs. Ça a été mentionné, mais peut-être un peu rapidement. Alors, je ne voudrais pas dire des bêtises. Au niveau du nombre d'utilisateurs, Pierre pourra me corriger si je me trompe, mais on a dépassé le cap des 100 000 utilisateurs. Et du coup, on voit que la solution est en train d'être déployée un peu à l'international, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, grâce aux efforts de Samia et de ses équipes pour justement un peu évangéliser l'autopartage à travers le monde. Alors, transition toute trouvée, parce que effectivement, avec vous, Samia Arfaoui, j'avais envie de savoir quelle était cette réalité justement du marché ou du développement international de Mobility Tech Green. Toutes vos présentations sont en anglais, c'est pas un hasard, c'est vraiment la volonté d'adresser un marché le plus international possible. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va plutôt bien. Le constat il est assez simple, c'est que c'est encore un marché qui est en cours et un marché qui n'est pas encore très mature, même si on a plein d'idées pour 2020. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce soit en France, dans les pays nordiques ou en Afrique encore, on a le même niveau de maturité. Ça peut paraître surprenant, même s'il y a beaucoup plus de véhicules installés en Allemagne, on est plutôt sur du B2C essentiellement. Donc je parle bien du marché B2B qui est immature aujourd'hui. Alors, on a eu la chance et on a la chance d'avoir des clients à l'étranger dans 4 pays, donc en Belgique, Suisse, Luxembourg et Espagne, et en Outre-mer aussi, en Nouvelle-Calédonie. Et nous sommes en train d'implémenter 4 nouveaux pays, qui sont la Norvège, l'Allemagne, l'Italie et la Jordanie, avec notre client Orange. Alors justement, comment vous vous y prenez lorsque vous décidez d'aller planter votre drapeau sur un nouveau marché? Il y a des partenariats indispensables, vous évoquez le rôle de grands clients qui peuvent vous emmener peut-être dans leur sillage pour faciliter une première implantation? Démarrer avec des partenaires qui connaissent très bien les marchés. Même si on sait parler anglais, c'est très difficile d'aborder un marché qu'on ne connaît pas. Donc des partenaires qui peuvent être des partenaires loueurs notamment, des constructeurs aussi, et suivre nos clients comme on l'a fait faire avec d'autres. C'est vrai, quand on voit Norvège d'un côté, Jordanie de l'autre, à prime abord, on se dit tiens, c'est curieux, ce sont deux destinations avec des typologies quand même très très différentes et certainement des approches de marché qui n'ont pas grand-chose à voir. C'est une forme d'opportunité que vous avez relevée? Sur des marchés de ce type, il faut savoir être opportuniste. On pouvait avoir un focus qui est clair. Nous, notre focus cette année, c'était l'Allemagne, l'Italie et maintenant, quand la Jordanie frappe à notre porte, avec un volume assez intéressant, en général, on ouvre plutôt la porte. Est-ce que le modèle que vous développez, je crois que vous vous êtes présenté dans le petit film tout à l'heure comme le spécialiste européen, le leader de l'autopartage pour entreprises et collectivités, cette dimension-là commence à être observée par la concurrence. Il y a des actions qui vous challengent aussi dans les marchés que vous adressez. Il y a des acteurs avec lesquels il va falloir compter, ou vous avez quand même définitivement une longueur d'avance?
Je vais essayer de répondre objectivement. C'est mieux. On a effectivement des concurrents qui peuvent être extrêmement agressifs, comme sur tout marché, notamment d'un point de vue tarifaire. Le confort qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est sur du qualitatif, sur la Rolls-Royce de l'autopartage. Alors, ça peut paraître prétentieux vu comme ça, mais on est sur un boîtier qui a fait ses preuves dans la durée. Des milliers d'utilisateurs, effectivement. Alors justement, on vous dit des milliers d'utilisateurs. Je sais que Mélinda Huchet de l'Abbaye, directrice des opérations de MTG, vous êtes venue avec quelques chiffres, peut-être pour nous aider à prendre la mesure justement de cette réussite, de cette évolution d'entreprise depuis son lancement en 2009. Il s'en est passé beaucoup de choses, beaucoup d'étapes ont été franchies. S'il y avait quelques indicateurs clés à retenir pour bien comprendre aujourd'hui où en est l'entreprise, lesquels faudrait-il noter ? Au niveau du chiffre d'affaires, déjà en 2015, alors moi j'ai pas toutes les données préalables puisque je n'étais pas. Mais je suis certain que vous avez réussi à reconstituer les courbes et les profils. Donc effectivement, en 2015, on est passé d'1 million de chiffre d'affaires à fin 2017 à un petit peu plus de 3 millions. En prévisionnel, on a prévu donc 4 millions qu'on devrait atteindre là pour fin 2018. Voilà. En termes de nombre de véhicules, on est passé effectivement il y a 3 ans, on était à environ 500 véhicules équipés et aujourd'hui on est à pas loin de 2500. Et on a également une partie de véhicules connectés sur notre plateforme. Donc on en a à peu près environ 2000. Donc voilà, on a bien progressé, bien évolué. Et l'approche des flottes aussi, c'est devenu une orientation forte sur laquelle vous souhaitez mettre l'accent justement. Alors l'idée, oui, au niveau des clients, c'est d'approcher des flottes quand même assez importantes, de l'envergure un petit peu de ce qu'on peut avoir au niveau d'Orange. Et donc on se prépare à pouvoir déployer vraiment rapidement quand on a le client, c'est-à-dire qu'on essaye de créer des liens avec des partenaires au niveau des concessions, au niveau de certains garages pour pouvoir leur donner la possibilité d'installer notre système dans les véhicules de façon à l'automatiser. Et en parallèle, on a aussi des contrats avec des installateurs indépendants. Et donc l'idée, c'est maintenant de pouvoir créer ces liens un petit peu à l'étranger pour pouvoir justement assurer tout ce que le commerce pourra nous donner comme équipement à mettre en place, quoi. Il n'y a pas de secteur d'activité chez vos clients privilégiés. Vous vous adressez, dès qu'il y a des flottes, comme vous l'avez rappelé, suffisamment conséquentes, c'est intéressant de pouvoir les approcher. Ah oui, non, il n'y a pas de secteur. Et même au niveau des flottes, alors il faut des flottes conséquentes, mais ça peut s'adapter à des flottes aussi de taille moyenne. On n'a pas forcément besoin d'avoir des flottes de milliers de véhicules au niveau des entreprises. Alors, il y a un acronyme, encore un, qui a été cité dans la présentation, c'est I2M, Intelligence to Mobility. C'est votre projet stratégique 2020, Alexandre. On va prendre si vous voulez bien, pour s'y arrêter, pour que vous nous expliquiez peut-être, pour qu'on comprenne bien votre architecture, parce qu'effectivement, tous ces acronymes, les 10 là, qui ont été dessinés comme autant de pistes, ils sont interdépendants, ils sont évidemment pas étanches les uns par rapport aux autres. La logique de fond, qu'est-ce que c'est ? La logique de fond, en fait, déjà, I2M, c'est Intelligence to Mobility, comme tu l'as très bien dit. L'idée, c'est de redonner en fait du sens au déplacement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications de techno qui sont émergentes sur le marché, mais on aimerait vraiment redonner les bases de se déplacer et des fois d'ailleurs de ne pas se déplacer, puisque l'immobilité fait aussi partie des réponses aux enjeux de mobilité. Et donc on a justement imaginé 10 pistes, 10 projets d'innovation majeurs sur 3 ans. On va définir justement nos roadmaps côté technique, côté commerce, côté production administratif et côté market aussi. Tous les secteurs de l'entreprise sont concernés. Ça, chacun a un morceau de la feuille de route à remplir. C'est ça. Et tu as très bien dit, parce que c'est un écosystème. Donc du coup, c'est-à-dire que tous les secteurs de l'entreprise travaillent ensemble pour pouvoir fournir cette roadmap. Alors, on ne va pas prendre les 10 parce que le temps nous est compté. On peut peut-être quand même faire des focus, comme on dit au cinéma, sur certaines des initiatives. Pourquoi commencer, j'ai tout retenu les acronymes. Peut-être AICO qui est un des plus connus. AICO, ouais. Alors AICO, du coup, c'est un projet. Donc de l'intelligence artificielle pour les organisations sans clé. Non. Ça, bon, je la fais courte. Sans clé. Voilà. Voilà. D'accord. Et du coup, comme je le disais, par rapport à Enedis, en fait, on a un projet très concret où on va pouvoir automatiser en fait la gestion des interventions
coup, un technicien va avoir Alors voilà, le mot est lâché, algorithme. Là, je me tourne vers Pierre Butin, directeur technique, c'est votre partie, j'imagine. Si j'entends bien, je ne suis pas spécialiste, vous êtes propriétaire dans cette approche, c'est-à-dire que c'est vous qui écrivez ces solutions, ces algorithmes pour définir cette intelligence artificielle qu'on retrouvera demain dans vos boîtiers. Oui, tout à fait. Parce qu'au début, on essayait de passer par des prestataires pour nous aider à avancer sur ce sujet-là. Et on a vu qu'on n'arrivait pas à aller au bout des choses. Donc on a internalisé cette partie en interne avec le recrutement d'un data scientist pour effectivement pouvoir avancer plus rapidement et en fonction de notre roadmap. Là, pour l'instant, on est en avance de phase. C'est une intention. Les premières solutions intégrant cette intelligence artificielle, elles vont arriver d'ici combien de temps? Peut-être déjà sont-elles... Elles sont pas encore commercialisées, mais effectivement, elles sont déjà en test de notre côté. Vu qu'on c'est des algos assez poussés, on ne veut pas le lancer trop vite pour ne pas décevoir le client, principalement dans le prédictif. Vous pouvez nous donner un exemple concret de ce que cela va permettre de réaliser? On travaille là actuellement sur un prédictif de taux de saturation du parc, donc savoir à quel moment le parc va être saturé sur les 7 prochains jours. Alors le parc saturé, ça veut dire que je voudrais réserver une voiture, mais il y en a plus. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Pour pouvoir permettre aux gestionnaires, par exemple, de prévoir un ajout de véhicule ou de modifier ses dates de maintenance ou de nettoyage. Et ça permettrait de desserrer les hyperpoints. Complètement. De fluidifier en quelque sorte la mise à disposition des véhicules. Complètement. Il y a d'autres applications comme ça? Oui, on fait effectivement la partie chatbot pour effectivement une partie support, soulager et conseiller le plus rapidement et le plus efficacement. Donc c'est un petit robot conversationnel qui va répondre à toute heure de la journée ou de la nuit et toute la semaine la question que je peux lui poser. Effectivement, de temps en temps, il y a après analyse du support, des reportings, on est capable d'identifier rapidement le besoin du client en fonction des messages qu'il écrit. Et donc pouvoir lui apporter une réponse le plus rapidement possible. Là aussi, il faut quand même un petit peu d'apprentissage parce que ça peut être un peu déceptif ce genre de projet quand c'est pas complètement abouti. C'est tout à fait ça. Et c'est là le plus gros problème, c'est que pour pouvoir prédire l'avenir, il faut pouvoir analyser le passé. Et aujourd'hui, quand on lance un nouveau client, effectivement, on n'a pas assez de données. Oui, c'est beau. On n'a pas assez de données pour lancer ce type d'algorithme. Donc il faut attendre quelques mois pour pouvoir dire, voilà, on est capable de vous dire que dans les 7 prochains jours, vous allez avoir un taux de saturation à 80% de votre parc. Donc c'est en 2019 qu'on va... Voilà. Mais on enregistre déjà tout ce qu'il faut dès aujourd'hui chez nos clients pour effectivement pouvoir les exposer dès l'année prochaine. Alors ça, ce sont vraiment dans le domaine des innovations. On a parlé rapidement de la refonte d'Icolibri. On va peut-être pas rentrer dans le détail. Si quand même, les améliorations apportées sur le système, très rapidement, Pierre? Effectivement, le système, ça fait 2009 qu'il a été créé. Donc la mobilité, elle a bien changé ces 10 dernières années. Donc nous, on est spécialiste autopartage, mais effectivement, l'autopartage, on sait faire, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il y a de nouvelles attentes du marché. Il y a des nouvelles attentes, il y a des nouvelles mobilités. Le scooter connecté, la trottinette, le vélo, effectivement, il y a 10 ans, c'est... Il n'y a pas que l'automobile, c'est ça? Il n'y a pas que l'automobile, complètement. Aujourd'hui, l'automobile, on sait faire, mais pour se déplacer d'un point A à un point B, on n'est pas obligé de prendre forcément la voiture. Et c'est là où, demain, on va exposer le meilleur moyen de déplacement entre 2 points. Très bien, on va ensuite avec intérêt. Ça, ce sont les innovations. Je crois que la blockchain aussi, pensée pour la sécurisation des transactions. Oui, complètement. Ouais. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui va arriver. Effectivement, là, c'est encore un projet d'avenir et je pense que le marché est encore pas tout à fait mature pour accepter ce type de techno. Mais effectivement, c'est assez complexe et il faut se pencher dessus dès aujourd'hui pour effectivement proposer ça un peu plus tard. Très bien. Il y a beaucoup de sujets, ça c'est les innovations. Il y a des produits aussi qui n'existaient pas et qui vont apparaître. Alexandre, on peut peut-être en parler. Samia, si vous avez quelques exemples à nous donner. Je te passerai le micro. C'est plutôt Samia qui sur les produits. Oui. Tu veux, oui. Ils ont parlé de WeDrive. Tu voudrais? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette techno et ce produit-là? C'est assez facile d'expliquer le produit puisque c'est dans le titre. Oui, en même temps. C'est quand même assez simple. Ça permet de répondre à une obligation légale qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est l'identification des conducteurs en situation d'infraction. Des amendes, exactement. Donc ça permet... Obligation pour l'employeur de dénoncer, entre guillemets.
De désigner, vous avez raison. de désigner- Les mots ont leur importance. Désigner plutôt que dénoncer. En fait, c'est désigner un conducteur et non dénoncer un collaborateur, oui, c'est ça. Donc c'est un boîtier light qui est installé dans le véhicule et qui permet, on demande aux collaborateurs de badger tout simplement pour entrer dans le véhicule et on sait identifier, ça remonte dans la base. Permettant de démarrer le moteur de la voiture. Ça lève l'anti-piégeage et puis c'est parti. Et voilà. Exactement. Donc ça c'est déjà opérationnel, c'est déployé ce système. Exactement. Donc là on est sur ce trimestre là en train de le déployer. Ouais. Ouais. C'est un marché qui peut aussi avoir, et là je me retrouve vers votre casquette internationale, un déploiement international. Les autres pays ont également une réglementation comparable à la nôtre dans ce domaine? J'en ai pas rencontré aujourd'hui de ce type. Les réglementations sont assez différentes sur ce point. Donc il n'y a pas de besoin. Oui, en revanche, ce qui fonctionne très bien, Mélinda a parlé des objets non connectés, ça c'est vraiment intéressant. Donc on parle d'une dalle. Les objets non connectés, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des véhicules qui doivent être identifiés, qui doivent faire l'objet d'un planning de réservation, mais pour lesquels on ne va pas forcément installer de boîtier dans le véhicule. Donc une technologie beaucoup moins lourde, entre guillemets, même si ce n'est pas très lourd l'autopartage. Ça nous permet d'intégrer des vélos, des trottinettes, des scooters, etc. Oui, tout à fait. Ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. On a des bateaux. On a démarré avec les bateaux l'année dernière dans l'ouest de la France. Donc ça fonctionne. Ça permet, vous imaginez, de rentabiliser énormément sur un parking les bateaux. Et, Vous souhaitiez apporter un complément peut-être? Oui, justement, un exemple. Ça met justement de l'aspect déconnecté. Il y a un projet aussi qu'on va lancer dans pas longtemps, début 2019, qui est la plateforme en freemium, donc qui va permettre en fait à tout petites entreprises de pouvoir utiliser gratuitement la solution Eternam. Alors freemium, on voit bien l'analogie avec des qu'on connaît bien, d'autres secteurs d'activité. Effectivement. Ouais. Alors oui, bien sûr, ce sera une version en fait qui sera basique. C'est ça. C'est vraiment parce que les freins, je parle sous le contrôle de Samia, mais quand on rencontre des prospects, c'est d'abord, c'est vrai que c'est un budget autopartage puisqu'on se projette sur plusieurs mois, plusieurs années, et du coup, il est testé gratuitement une solution. Et c'est l'adopter. Bah oui, parce que ça a été le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la plupart de nos clients qui ont testé sont partis ensuite sur des volumes conséquents. Il y a un domaine aussi qui apparaît un petit peu en filigrane de ce que vous nous avez présenté. Je le disais tout à l'heure, c'est l'expérience utilisateur, la fameuse UX. On en parle beaucoup dans les tas de secteurs. Vous en parlez aussi dans le domaine de l'autopartage. Qu'est-ce que ça recouvre concrètement? Il y a un cas très concret, c'est la fin d'Autolim. En fait, l'expérience utilisateur était basée en... Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une attente du grand public pour des modèles en floating. C'est des technos sur lesquels on travaille aussi, nous. Réponse qui pourrait être apportée par MTG sur ce sujet-là? Bien sûr. Déjà des réponses opérationnelles côté free floating ou en one-way qui peuvent être apportées côté techno chez nous. C'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, notamment au niveau de l'application mobile qui a été refondue très récemment et qui va proposer aussi dans un avenir assez proche une nouvelle expérience utilisateur de la mobilité. Alors il y a aussi un dernier acronyme, je ne résiste pas au plaisir peut-être de me le faire expliquer, c'est ODE, ODI. ODI. ODI, Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? ODI, en fait, ça regroupe tous nos projets justement sur la partie embarquer le hardware dans les véhicules, parce que savoir, c'est une grosse composante justement dans notre offre. On a une fameuse boîte à clés qui permet vraiment de gérer le système et de ne pas repartir avec la clé. Il y a aussi un bouton de frein de réservation qui, mine de rien, est très intéressant, qui permet de libérer le planning théorique avec quelque chose d'opérationnel. Le fameux lecteur aussi qui permet d'ouvrir les portes du véhicule avec un badge. Donc tout ça représente aussi une composante techno qui est assez forte chez nous. Je parle sous contrôle aussi bien, qui a une équipe dédiée d'ailleurs par rapport à ça. On passe le bonjour à Jérôme et François d'ailleurs. Et voilà. Et c'est vrai que toutes ces notions hardware doivent être redesignées, évoluer aussi en permanence au même titre que le software. Alors on a vu, toujours dans le petit film que vous avez pris possession il y a quelques mois de nouveaux locaux dans un grand plateau à Rennes. Il y a dans cette ruche de vous rencontrer là-bas et de voir l'activité qui y régnait, il y a des un peu vacants parce que vous avez des projets de... C'est ça? Oui, effectivement, il y a un projet d'incubateur qui va être annoncé très prochainement puisqu'il va être lancé dans les mois qui viennent. On a d'ailleurs le nom, on a trouvé, c'est The Next Mobility. On va incuber du coup 5 startups et les accompagner dans leur projet justement. Mais bien sûr, tourner vers la mobilité, forcément. Alors oui, pas que, ça va vraiment être numérique mais porté aussi sur la mobilité puisque c'est le c'est but. quand même votre métier. C'est ça, tout à fait. Et puis du coup, ils vont pouvoir bénéficier de notre savoir-faire, de notre expertise sur différents sujets. Une
Peut-être une dernière question vers vous, Mélinda, par rapport aux directrices des opérations. Quand on a vu la croissance de ces activités, les nouvelles compétences qui ont été intégrées très rapidement finalement au cours de ces dernières années et ces derniers mois, comment on pilote tout ça sur un plan RH interne? Il y a un esprit MTG, on accompagne toute cette création de nouvelles identités d'entreprise. Oui, tout à fait. On a mis en place au fur et à mesure en fait, des outils. Alors, déjà, on a mis en place le petit livret d'accueil qui est donné à chaque nouvel arrivant, qui explique un petit peu la culture et l'esprit d'MTG. Et puis, effectivement, quand les gens arrivent, on essaie quand même de les accompagner pour qu'ils s'intègrent bien. Et, il y a un baby-foot, ça aide. Et puis nous, on grandit en même temps. De toute façon, on s'est structuré petit à petit aussi. On a créé nos pôles, on a intégré, au moment où c'est structuré, où on a créé les pôles, on intégrait les nouvelles personnes. On essaye on grandit ensemble quelque part, quoi. Le projet stratégique qui nous a été présenté est aussi une manière de fédérer ces énergies et de bien donner des caps à chacun pour progresser ensemble. Tout à fait. On a ce projet-là. Je pense qu'on y voit quand même nettement plus clair. Alors, je vous rassure, il y a, je crois, un petit livret qui va vous être distribué dans lequel vous pourrez retrouver et relire à tête reposée la signification de tous ces 10 acronymes qui sont autant de concepts pour aller plus loin et comprendre surtout la route que vous êtes en train de tracer chez Mobility Tech Green. Je pense qu'on n'a pas oublié grand-chose à ce stade. Est-ce que vous avez encore, avant que nous nous séparions, un message à faire passer ou une envie? Je vous vois peut-être avoir envie, Samia, d'intervenir. Encore un autre marché peut-être dont on n'aurait pas parlé à l'état international. Voilà. Écrivez-nous, ça veut dire que vous êtes aussi en attente de sollicitations de vos clients pour que vous soyez challengés en quelque sorte sur des solutions. Ils ont des problèmes, des questions autour de l'autopartage. Vos équipes sont là pour tenter d'imaginer une réponse opérationnelle. Exactement. Ok, vous avez du travail. Parfait. Merci beaucoup à tous les quatre. On peut vous applaudir. Alors, maintenant qu'on a un petit peu mieux pris la mesure de la singularité de MTG et puis de vos objectifs stratégiques, je vais inviter trois clients de l'entreprise à venir à nos côtés pour pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent en ce moment encore dans leur relation avec Mobility Tech Green. J'invite également Pascal Roux et Didier Wall à venir à nos côtés. J'invite donc Adeline Gauger-Lefebvre, qui est la directrice du marché vélo de La Poste Bimobi, Bimobi étant une filiale de La Poste spécialisée dans ces nouvelles mobilités. Merci beaucoup d'être avec nous. Je n'oublie pas d'inviter Mathieu Échalier, le directeur général de GAC Technologies, et bien entendu Patrick Martin. On a beaucoup parlé déjà depuis le début de cette conférence de ce client historique Orange. Vous êtes vous le directeur délégué innovation projet et expertise automobile flotte chez Orange et donc vous connaissez bien l'entreprise. Est-ce qu'il y a des places pour tout le monde? C'est à peu près, voilà, tout le monde est là, c'est parfait. Justement, on va commencer avec vous Patrick Martinelli pour ce petit retour sur expérience, puisque ça a été dit dans la première table ronde, le groupe Orange a été à l'origine de la scalabilité, le mot est à la mode, de déploiement de Mobility Tech Green grâce à une forte première commande avec un nombre de véhicules, une flotte suffisamment conséquente. Racontez-nous peut-être comment les choses se sont passées. La rencontre s'est faite de quelle manière? Alors, la rencontre s'est faite de manière un peu étrange. J'ai rencontré Pascal Roux, on a commencé à parler d'autopartage sur un certain nombre de sujets, sur les véhicules électriques, etc., sans arriver à trouver véritablement quelque chose à faire ensemble à cette époque-là. Et puis en parlant d'autopartage avec Jean Zermati et avec Hélène Billon, ça leur a sauté à l'oreille, et tous les deux m'ont dit « Oui, banco, faut aller vers l'autopartage, c'est exactement le truc que l'on cherche ». Donc il faut vraiment applaudir d'une part Jean Zermati et Hélène Billon qui malheureusement n'est pas là. Là on est en 2012 exactement, ouais, fin 2012. Et donc on a fait une consultation auprès de 4 compagnies pour choisir la meilleure. Et MTG est sorti du lot. Et nous avons retenu à cette époque-là MTG
d'abord pour une expérimentation. Alors, voilà, on commence petit. On commence petit. Alors chez Orange, on n'a pas l'habitude de démarrer tout petit. Hein. Nous, on était conscient du fait que pour avoir un véritable retour d'expérience, il fallait avoir un volume critique minimum. Et donc on est parti sur 100 véhicules. Voilà, ce qui était quand même pas mal. À l'époque, la plupart des gens qui essayaient l'autopartage faisaient ça sur 2 ou 3 véhicules. Hein, en gros, ouais. Je dis pas de bêtises. Hein, parce que voilà. Et puis, au bout d'un an, on a vu que ça commençait à marcher pas mal. C'était 100 sur un même site ou c'était sur plusieurs sites ? Non, c'était déjà sur plusieurs sites. Plusieurs en région, effectivement. Et d'ailleurs, certains sites nous ont dit « Oui, moi, je voudrais fonctionner comme ça ». Et on leur a dit non, ça ne marchera pas. Et effectivement, ça n'a pas marché. Ils voulaient mettre une voiture par site sur 7 sites différents. On leur a dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et 6 mois après, ils ont dit ouais, tu avais raison, ça ne marche pas. On regroupe les 7 sur un site. Et puis on fera les derniers sites après quand on aura le temps. Combien de temps a duré l'expérimentation ? Alors l'expérimentation a duré, la première partie de l'expérimentation a duré 1 année. Et ensuite, on a décidé de poursuivre l'expérimentation. On voulait quand même être sûr que ça fonctionne bien. Et on est passé à 400 véhicules. Quel usage ? On est des véhicules professionnels, évidemment, c'est la flotte Orange, donc ce sont vos techniciens, vos salariés, vos cadres ? Ce sont effectivement des techniciens qui utilisent ces voitures, ce sont des cadres également. En fait, on est parti du constat qu'on partageait avec Mobility Tech Green, que le véhicule devait devenir serviciel et non plus possédé. Donc on a beaucoup de véhicules qui sont attribués et on avait quelques véhicules de pool. Donc on a transformé ces véhicules de pool en véhicules autopartagés. Et maintenant, notre destination, c'est d'arriver à transformer les véhicules qui sont attribués et qui bien souvent sont des véhicules ventouses dans la journée, c'est-à-dire qui restent sur un parking, voilà, de les transformer en véhicules autopartagés pour pouvoir avoir une taille optimale de la flotte. Alors ça a un impact aussi sur la dimension de la flotte, me disiez-vous. Aujourd'hui, vous avez, grâce à ce système, réduit un petit peu, significativement déjà, le nombre de véhicules chez vous. Alors, le nombre de véhicules s'est réduit effectivement. L'autopartage n'est pas la seule raison qui drive cette réduction, mais elle y a contribué déjà un peu. Et on pense que dans les 2 prochaines années, oui, là, on va vraiment rentrer dans la partie qui va nous rendre service en réduisant le nombre de... Non, on est maintenant en dessous. On perd en moyenne 4 à 5% de véhicules par an. On est actuellement à 18 000 véhicules, en gros. La réaction de vos collaborateurs, lorsque la solution a été présentée, qu'est-ce qu'il a fallu surmonter pour les convaincre ? Alors, le problème a été multiple. Ils avaient une solution d'utilisation des véhicules qui était très libertaire. C'est-à-dire je fais ce que je veux quand je veux, quoi. Ouais, je suis copain avec le gars qui gère les véhicules, il me passe une pochette, je prends le véhicule pour 1 semaine, personne ne se rend compte de rien, tout va bien. Donc on ne savait vraiment pas ce que faisaient les véhicules, on ne savait pas à quoi ils étaient utilisés, et il fallait mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc ça a été considéré au départ comme un flicage au départ. Ouais. Utilisons le mot. Et finalement, petit à petit, les gens se sont aperçus que c'était beaucoup plus pratique, que tous pouvaient disposer de véhicules, alors que certains ignoraient même qu'il pouvait y avoir des véhicules pour faire des déplacements sur une journée ou sur une demi-journée. Et donc, petit à petit, c'est bien rentré dans les mœurs. Un autre élément très important, c'est que dès le début, nous avons voulu encourager l'autopartage en proposant à nos salariés, les soirs et le week-end, d'utiliser les véhicules à titre privé. Là, c'était une petite carotte que vous leur donniez pour faciliter l'acceptation, peut-être. Ça a été une révolution, ça. Ils n'imaginaient même pas qu'on puisse faire une chose comme ça. Et les assurances étaient d'accord, il a fallu se mettre... il a fallu négocier avec les assurances, il a fallu négocier avec un certain nombre d'entités pour pouvoir faire ça. Mais ça a été véritablement une petite révolution. Et alors, dans les grandes villes, c'est là que ça marche le mieux, bien entendu. Les gens qui sont à Lannion, par exemple, sur un site qui est totalement... tout le monde vient en voiture à Lannion, donc ça ne marche pas. Par contre, en région parisienne, en région lyonnaise, à Marseille, où là, il y a d'énormes problèmes de stationnement, les gens vendent leur voiture et utilisent les véhicules en autopartage de l'entreprise. Y compris pour un usage privé. Pour leur usage privé, exactement. Alors, vous le disiez, l'expérimentation a démarré en 2012-2013. En peu d'années, et là je parle sous le contrôle de Pascal et Didier, les mentalités ont quand même sacrément évolué, plutôt dans le bon sens justement, de cette prise de conscience de la nécessité d'avoir un rapport différent à la mobilité. Chez vous, ça a été la même chose ? Vous avez accompagné aussi cette évolution, j'allais dire, sociétale ? Cette évolution, en fait, c'est notre moteur, c'est la façon d'expliquer aux gens vers quoi on doit aller.
Quand on a commencé l'autopartage, on l'a commencé parce qu'on se disait qu'il fallait partager les véhicules, etc. Et puis il y a eu 2 événements depuis qui nous ont permis de prouver le bien fondé de nos idées au départ. On sait que d'ici 2 ou 3 ans, les véhicules diesel seront interdits dans Paris. L'autopartage est la réponse type à ce genre de choses. On a des véhicules en autopartage en région parisienne, on a des véhicules diesel, on a des véhicules à essence et on a des véhicules électriques. Quand vous allez dans Paris, vous prenez un véhicule électrique. Quand vous allez en province, vous prenez un véhicule diesel. Il faut utiliser le véhicule adapté à pour le métier pour lequel il est fait. Faire de l'autoroute avec un véhicule électrique, c'est une hérésie. Et rouler dans Paris avec un véhicule diesel, ça ne sert à rien. Et encore le deuxième élément, c'est que, et ça date de 2017, ça a été déjà abordé tout à l'heure, on nous a imposé de désigner les conducteurs lorsqu'ils commettaient des infractions. Donc il faut en permanence savoir qui fait quoi, qui est au volant, de quel volant, de quelle voiture, de quel véhicule. Et donc cette solution qu'on avait mis en place à l'origine pas pour ça, mais qui nous permettait de suivre ce qui se passait, nous a permis de répondre rapidement à ces problématiques et de satisfaire à tous les aspects de la loi. Merci Patrick Martinoli. Didier Wall et Pascal Roux, cet exemple, ce partenariat, parce que je pense qu'on peut le présenter comme ça, entre Orange et MTG, les enseignements qui viennent de nous être présentés, vous les avez capitalisés d'une certaine manière pour développer votre offre, la proposer aussi à d'autres grands clients de grandes flottes. Ce qu'on entend là, finalement, c'est un petit peu la matrice d'une partie de l'histoire. Oui, alors c'est probablement une révolution, parce que Patrick s'est arrêté en parlant des 100 premiers véhicules, puis 400 après, puis on est passé à 1000, puis 2000, et puis aujourd'hui on a un contrat de déploiement sur 4000 véhicules. Forcément, ça change la donne de l'autopartage, ça change la donne de la mobilité dans l'entreprise, et forcément d'autres entreprises de même type qu'Orange ou plus petites se posent des questions en se disant si un gros opérateur fait ça avec ses voitures, et si ça marche, évidemment il y a une réflexion à avoir par rapport à ça. Je pense que ça a beaucoup aidé MTG. C'est une évidence absolue parce que ça nous a permis de progresser, mais ça a beaucoup aidé l'autopartage d'une façon générale et la mobilité en entreprise d'une façon particulière. Et je pense que ça, c'était un élément considérable pour l'évolution. Petite question technique pour vous, Didier. Passer de 100 véhicules à 3 000 sur un plan technique, c'est pas la même chose. Il y a un passage à l'échelle, là aussi. Il a fallu s'organiser, il a fallu tester, ou est-ce que finalement le nombre de véhicules connectés n'est pas un problème ? Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Passer de 100 à 4000 à 5000, on sait faire. On sait faire. La plateforme peut accueillir beaucoup plus encore. Donc oui, si on pouvait aller un peu plus vite et en mettre 40 000, par exemple. Non, c'est pas un problème technique. Non. On est vraiment là. Ce qui a permis Orange, c'est vraiment l'acculturation. Enfin, on a appris avec des grands groupes comme ça à travailler. On a appris à faire passer le message auprès des CLT sur le terrain. Et donc, c'est de la conduite du changement, en fait. C'est vraiment arriver avec une nouvelle technologie, une nouvelle façon d'utiliser les véhicules, de nouveaux usages, de la nouvelle mobilité. Donc tout ça, on l'a capitalisé. Il y a la technique, bien sûr, c'est important, mais il y a aussi vraiment l'accompagnement au quotidien, l'écoute du client, l'écoute de l'utilisateur. Et ce qu'on a appris auprès d'Orange, on l'a appliqué chez Enedis, par exemple, qui est aussi une grande flotte. Aujourd'hui, on a à peu près moins d'une dizaine de sites, mais en tout cas 450 véhicules chez Enedis. Mais ça se fait petit à petit, parce que pareil, là encore, c'est un groupe assez important, avec des sites très habitués à un mode de fonctionnement un peu particulier. Donc voilà, on passe du temps avec eux, et on essaie de leur expliquer. Avec la Poste aussi, je pense que ça va se passer de la même façon. C'est qu'on commence par un Il faut de la pédagogie. C'est centripète. C'est vraiment, on commence par un site, un autre, et ainsi de suite. Voilà, ça fait tache d'huile, et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Voilà. Et donc notre expérience, elle est aussi au quotidien, au travers de cette expérience acquise auprès des oui, le déploiement, il repose aussi, Patrick Martinoli me confirmera peut-être, sur l'existence d'ambassadeurs d'une certaine manière. Il y a je crois que chez vous, vous appelez ça comment, des correspondants locaux de terrain, c'est ça Effectivement, on a des correspondants locaux de transport, ce sont nos relais de terrain, et c'est eux qu'il faut convaincre les premiers, parce que ce sont effectivement ceux qui vont convaincre les gens de bien utiliser le principe de l'autopartage. Il y a un certain nombre d'usages qu'il faut respecter dans l'autopartage, sinon ça ne fonctionne pas bien. On peut les rappeler rapidement, quelques-uns, c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est-à-dire on ne prend pas une voiture toute une journée alors qu'on a besoin d'une heure.
parce que justement, il faut pouvoir la partager. Quand on prend un véhicule, on en fait le tour pour commencer, pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis sur le véhicule. On fait le plein s'il est presque vide, par exemple. Oui, on fait. Alors, quand on restitue le véhicule, si on a consommé beaucoup d'essence, on refait le plein avant de le remettre au parking. Quand on le remet au parking, il faut appuyer sur le bouton de fin de réservation que Didier citait tout à l'heure, je crois, qui permet de restituer le véhicule au système. Le remettre dans le système. Voilà, et qui permet de fluidifier et de permettre à plus de gens d'utiliser les véhicules. Voilà. Une fois qu'on a commencé à mettre en place ces règles-là, j'en oubliais une, évidemment, ne jamais utiliser la clé de contact, mais toujours le badge pour ouvrir et fermer la voiture. Sans ça, il y a des conflits entre la clé et le badge. Entre la position que pense avoir le boîtier et la position que pense avoir la voiture. Ils n'arrivent plus à s'entendre. Voilà. Donc voilà les quelques grandes règles qu'il faut absolument respecter. Et une fois que ça s'est respecté et que les gens ont pris l'habitude de les ça devient naturel. Ça devient naturel. Faut reconnaître que le coup de la clé, c'est pas naturel pour eux. D'habitude, quand on sort de voiture, on enlève la clé du contact, on la met dans la poche. Oui, mais là, on l'attache avec un petit câble, non? Non, on n'a pas voulu de yo-yo. C'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est vrai. Parce que la clé reste apparente. Et du coup, ça laisse à penser que la voiture peut être volée. Alors que quand elle n'est pas apparente, c'est une voiture comme une autre. Voilà, rien n'est laissé au hasard. Merci Patrick Martinoli. À vos côtés, je me tourne vers vous à présent, Mathieu Échalier. Vous êtes le directeur général, je le disais, de GAC Technologies. C'est un éditeur de logiciels spécialisés dans les problématiques de gestion de flotte automobile. Vous êtes à Lyon. Vous avez pas mal de points communs avec MTG, à la fois dans votre histoire, la date de création de l'entreprise, sa dimension aujourd'hui, ses centres d'intérêt, on l'a bien compris. Vous avez, vous, un produit qui est complémentaire de celui de MTG, mais vous avez justement fait un petit bout de chemin ensemble sur certains sujets. Oui, absolument. C'est ce que je constatais depuis le début. En fait, on a la chance de faire partie de l'écosystème MTG et vice-versa. Notre logiciel est concentré sur la gestion de parc, mais la gestion globale de parc. Comment acheter une voiture, comment l'affecter à une personne, comment la restituer, comment consolider des dépenses. Et il y a des axes comme ça, verticaux, sur lesquels il est hors de question qu'on aille. Et surtout, on préfère travailler avec des gens qui le font super bien. Après, il y a eu une rencontre d'hommes, de managers, qui ont partagé des valeurs, qui ont partagé des choses évidentes, qui nous ont sauté aux yeux tous les deux d'abord, et puis tous les trois ensuite. Et puis après, nos équipes ont pris le relais. Que ce soit le marketing aujourd'hui qui ça matche bien aussi. Et ça matche super bien. On a à peu près les mêmes chiffres, on a à peu près les mêmes histoires. Et donc là, vous avez effectivement deux sociétés qui avancent en parallèle et qui mettent en commun toutes leurs énergies. Tu as parlé de l'implication des collaborateurs. On a exactement la même chose chez GAC. C'est assez avec la même croissance forte, je crois. Oui, on a des croissances. Alors, je pense qu'ils vont trop vite. On n'arrivera jamais à les égaler. Mais oui, on a des trucs assez similaires. On a une 50aine de collaborateurs. Ce qui vous a rapproché notamment, et ça a été évoqué précédemment, c'est ce système de gestion des contraventions. Vous avez peut-être une brique qui permet de faire le lien entre les technologies des uns et des autres. Oui, en fait, si vous voulez, donc nous, on a aussi la chance d'avoir Orange parmi nos clients, qui a donc une grande partie de son parc en véhicules partagés, mais d'autres véhicules qui ne sont pas partagés. Donc, on a développé la fonctionnalité effectivement de désignation auprès de l'entaille pour les véhicules dits affectés, les véhicules des collaborateurs, et il était évident de se servir également de cette fonctionnalité, et en plus, avec leur fonctionnalité de Hoodrise, module qu'on veut absolument coupler avec notre FineFleet, notre outil de désignation. Donc là, c'était complètement naturel, en fait, si vous voulez, de mettre en parallèle nos deux services pour servir aussi bien sur des véhicules affectés que, et bien sûr, sur les véhicules partagés. C'est un projet qui est entré en phase de concrétisation, de commercialisation ou Alors, pas on est encore en train de finir le packaging, la peinture n'est pas tout à fait sèche. En revanche, technologiquement, c'est un peu ce que disait Didier tout à l'heure. Prêt. Il n'y a aucun souci, technologiquement, c'est déjà lancement commercial validé. début 2019 ? Ouais. On va dire voire ça. Avant. Ouais, voire avant, peut-être avant. Avis à prospect, j'en sais rien. non, on va le faire avant. Et pour l'instant, donc vous travaillez sur ce sujet, il y en a d'autres en parallèle, ça vous donne des idées pour explorer d'autres collaborations ? Oui, de tout ce que j'ai vu, ils vont très vite et tant mieux, grâce à des acteurs comme MTG, en fait, ils prospectent des axes vraiment novateurs. Après, on vient de l'aborder dans l'intervention précédente, la techno, les axes novateurs, c'est pas tout. Il y a l'homme, et donc du coup, on est tous confrontés aux mêmes freins. Les difficultés, l'accompagnement, la conduite du changement. Voilà, nous, on a la moyenne des véhicules partagés dans notre parc, c'est 5%.
5% du parc qu'on gère, 215 000 véhicules. Il y a à peu près 10 000 de progression. véhicules. Voilà, chez Orange, on est sur des 20%, donc vous voyez, on a les champions du monde. Mais voilà, mais ça se fait pas tout seul. Pour moi, il faut laisser du temps au temps. Il faut que le market fasse son effet aussi. Voilà, donc c'est tout un ensemble. La techno suffira pas. En revanche, tout ce que vous initiez, voilà, faut juste qu'on arrive à courir. Je vous dis, derrière eux, ils vont vite. Pascal Roux, justement, un partenariat comme celui créé avec GAC Technologies, c'est pour vous aussi un moyen d'aller peut-être plus rapidement sur une offre plus globale, en ayant d'emblée des partenaires qui maîtrisent une brique technologique qui n'est pas forcément dans votre cœur de cible? Alors c'est vrai, mais c'est aussi l'idée de ne pas refaire ce qui existe déjà. On ne va pas réinventer la roue. Ça n'a pas de sens. Même dans la mobilité. Surtout dans la mobilité. Une entreprise, c'est contraint par un certain nombre d'éléments. Il faut que ça fasse du chiffre d'affaires, il faut que ça fasse de la rentabilité, puis on met des budgets à l'intérieur. Et si ça existe déjà, ça n'a pas de sens d'aller mettre un budget pour aller redéfinir ce qui existe déjà, à partir du moment où on peut avoir une collaboration avec une entreprise. Alors on le fait avec GAC, on le fait avec d'autres. Dans le domaine de la borne électrique, par exemple, on le fait avec New Motion. Voilà, on n'est pas là. C'est dans la culture de l'entreprise. C'est dans la culture de l'entreprise de travailler. Alors d'un autre côté, on est dans le partage, c'est l'autopartage. Donc si on ne fait pas de collaboration pour travailler ensemble, on perd un peu la philosophie de ce qu'on peut être humainement et de ce qu'on peut être en termes de société, quoi. Et on va jusqu'où dans ce type de partenariat? On se partage des solutions technologiques. On peut imaginer d'aller encore plus loin. On parlait d'international dans la table ronde précédente. Est-ce qu'une capacité de projection renforcée pour adresser des marchés étrangers, ça peut avoir un sens? Complètement. Et puis, on peut imaginer demain que ça ira encore plus loin parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on est sur des marchés qui sont nouveaux, on existe tous depuis une dizaine d'années à peine, qu'il faut le temps d'avancer sur nos propres marchés et que peut-être que demain, il y aura des synergies complémentaires qui nous permettront d'aller encore plus loin dans des liens qui seront autres que des accords commerciaux. Qui pourraient donc avoir une dimension capitalistique sans trahir de secret. Par exemple, oui, sans trop de difficultés, oui. D'accord, très bien, on va suivre ça avec attention et intérêt. Merci beaucoup. On va terminer ce tour de table avec vous, Adeline Gauger-Lefebvre. Je le disais, vous êtes la directrice du marché vélo de La Poste, plus particulièrement de Bimobi, qui est cette entité. Je ne sais pas si on peut parler de filiale d'ailleurs à propos. Non, non. Voilà, vous alliez me reprendre. C'est une marque, Bimobi. C'est une marque qui concerne justement les solutions de mobilité offertes par La Poste et qui ne sont pas forcément que des solutions automobiles et qui sont même plutôt des solutions autres que l'automobile. Alors me concernant, le sujet que je vais aborder ce soir, c'est le vélo. Mais le vélo à assistance électrique. On n'est pas du tout contre l'automobile, bien au contraire, et c'est comme cela que nous avons rencontré MTG, puisque nous avons eu un démarrage de collaboration sur l'automobile. Là aussi pour la flotte pour la flotte, Postier. Exactement, pour avoir la même démarche que... Alors pas les voitures jaunes, les voitures blanches. Comme chez Orange, mais avec une maturité un peu différente, avec l'objectif de ne pas avoir des centaines de voitures blanches non partagées entre plusieurs collaborateurs et de se rendre compte qu'on peut avoir un usage à l'heure ou à la journée. Et donc diminuer de fait la flotte et faciliter l'accès à cette flotte. Et donc c'est la façon dont on a rencontré MTG. Et il y a combien de temps? Il y a plusieurs années déjà. On a 2 ans. Voilà, ça reste assez récent. Ah oui, ça reste récent. Ou vieux dans le domaine de la mobilité. Et c'était aussi pour nous l'occasion d'intégrer une offre d'autopartage sous la marque Bimobi, puisque Bimobi fédère l'ensemble des activités externes en écomobilité de La Poste. Et là, vous vous adressez à des clients extérieurs, du coup? Que extérieurs, donc les mêmes clients que MTG, des entreprises, des collectivités qui sont intéressées par des conseils et des solutions de mobilité. Et tout naturellement, dans la mobilité, alors je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, vendredi dernier, notre Premier ministre a annoncé un grand plan vélo, qui vient concrétiser des actions très concrètes pour faire émerger le vélo en termes d'usage de mobilité, et notamment mobilité quotidienne. Et alors le vélo et La Poste, c'est une histoire qui n'est pas très récente, puisque le vélo est utilisé. C'est iconique, c'est iconique, voilà. Et depuis plusieurs années, nous sommes en train de permuter entre le 2 roues motorisé et le vélo assistance électrique,
puisque nous nous sommes rendus compte que le deux roues motorisé était assez accidentogène et que le VAE, donc le vélo à assistance électrique, avec des adaptations, nous permettait largement d'avoir une phase d'exploitation adaptée. Oui, ils ont des petites roulettes à l'avant, hein, certains. Pour porter alors ça, les c'est le colis. Stabi, voilà. On a des trois roues aussi. Et donc, il y a tout ce savoir-faire que l'on a pu acquérir depuis de nombreuses années sur le vélo assistance électrique, qui tout naturellement est venu s'intégrer dans les réflexions d'offres externes chez Bimobi. Et donc, nous nous sommes lancés sur le marché du vélo il y a un petit peu plus de 6 mois. Et donc, quand on s'est dit vélo, donc vélo assistance électrique, donc avec un petit côté quand même high-tech. Connecté. Pourquoi pas un vélo connecté si possible à une borne et partagé. Donc, on a eu exactement la même démarche. Et ça marche finalement aussi sur un vélo. Et ça marche complètement sur un vélo. Vous en êtes où aujourd'hui concrètement ? Alors, on a une dizaine de flottes qui sont déployées. Il y a un vrai engouement autour du vélo assistance électrique avec des ventes qui ont explosé l'an dernier en France, puisqu'il y a eu 300 000 Ça, c'est ventes, le marché B2C. Ça, c'est du B2C, mais aussi du B2B, puisque notre objectif, c'est de déployer des flottes dans les entreprises, les établissements privés ou publics. Comme on a une automobile pour faire un trajet domicile-travail ou un trajet professionnel, de mettre à disposition des flottes de vélos assistance électrique, donc pour des trajets un petit peu plus courts. Mais quand même, en VAE, on se rend compte qu'on peut faire jusqu'à 8 km en 30 minutes, donc c'est assez accessible. Vos premiers clients, hors la Poste, on peut en citer quelques-uns Oui, Pro BTP par exemple, donc dans le bâtiment, Roissy en France, avec qui on collectivité travaille, territoriale. Donc collectivité, voilà, aussi bien du public que du privé. Et chez vous, en interne, le déploiement de la solution, il fonctionne également ? Alors, il fonctionne aussi, mais alors avec des bonheurs et puis des difficultés aussi comme on a sur l'autopartage, puisque c'est comme l'autopartage, il y a un accompagnement au changement très fort. Il faut aussi que l'image du vélo, fort heureusement grâce au VAE, évolue. Puisque le vélo, c'est pas qu'un truc de bobo, ça permet vraiment de servir des déplacements. Donc voilà, ça commence bien à se déployer, notamment dans les établissements financiers de la Poste, où il y a une forte concentration de collaborateurs qui sont amenés à se déplacer sur des zones de 5 à 10 km. Vous utilisez des vélos made in France ? Bien sûr. Bien sûr. Alors la Poste travaille depuis de nombreuses années avec des constructeurs français et notamment on travaille beaucoup avec Cycle Europe qui est un assembleur et un designer de vélos à côté de pardon à côté de Nantes, de Romilly. De Romilly, voilà. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs acteurs, mais effectivement celui-là est tout à fait reconnu. Je me tourne vers vous à nouveau, Didier et Pascal. Finalement, l'exemple de la Poste avec ses vélos connectés, c'est une parfaite illustration de votre baseline Making Things Move, parce qu'on fait bouger pas que des voitures, on peut faire bouger des choses, des objets, et là en l'occurrence un vélo. C'était dans la logique des choses que d'aller vers un panel élargi comme ça d'objets de mobilité ? C'est un parfait exemple effectivement de ce que peut être la mobilité de demain. Donc, originellement, en fait, la plateforme, c'est une plateforme qui s'appelait Resource Sharing et pas Autopartage. Donc, elle était dédiée à partager des objets connectés. Donc, on a commencé par des véhicules, forcément, ça c'est au tout début. Donc, les véhicules autopartagés, mais à terme, effectivement, il fallait partager tous les éléments qui participent à la mobilité au quotidien. Donc, Pierre Butin a expliqué tout à l'heure qu'effectivement, il y avait aujourd'hui des trottinettes, des scooters électriques, il y a différents modes qui apparaissent en parallèle avec les transports en commun. Donc nous, autour de cette plateforme, c'est de mettre bout à bout et d'offrir la meilleure solution pour la meilleure mobilité à tous les collaborateurs dans l'entreprise. Voilà, donc on est très content du lancement en tout cas avec Bimobi du bike en tout cas sur la plateforme. Ça a été initialisé aussi par d'autres clients chez nous. Je pense à Assystem aussi qui avait une réflexion assez aboutie autour de ça. Donc voilà, bientôt donc les trottinettes électriques. J'allais vous poser la question, on les voit partout. Vous allez vous y intéresser forcément aussi, les trottinettes électriques Oui, parce qu'on est en train d'en installer, je crois, en Luxembourg. Donc voilà, dans Luxembourg avec des scooters aussi électriques. Des scooters électriques qui sont en test.
Le mot-clé de tout ça, finalement, c'est la multimodalité, c'est-à-dire utiliser le mode de déplacement nécessaire en fonction de l'usage et de la distance à parcourir, des conditions de déplacement, du temps dont on dispose. Et c'est pouvoir naviguer d'une certaine manière entre ces différents modes le plus spontanément possible. La solution le permet. Il ne faut pas toucher au bouton, voilà. On va changer de micro. Pour cette intervention. Alors, rappelle-moi ta question. Oui, non. Ouais. Et la capacité du système, des solutions, de finalement les gérer au mieux, j'allais dire en toute transparence pour l'utilisateur, qui peut finalement demain peut-être se poser la question de savoir, pour parcourir une distance d'un point A à un point B, avoir un panel de solutions entre le vélo électrique, la trottinette, le scooter, demain l'automobile bien sûr, et encore avec des motorisations adaptées à l'usage ou au lieu. Alors, c'est complètement ça, mais c'est aussi au-delà de ça. C'est-à-dire que l'idée, elle est simple, c'est que pourquoi se déplacer si la salle de réunion qu'on a retenue au siège social de l'entreprise dans laquelle on se déplace n'est pas disponible. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne retiendrai le véhicule que si j'arrive à retenir la salle. Et donc, on est vraiment sur des fonctionnalités qui vont s'empiler à un moment donné, de façon à faire un vrai parcours d'usage et d'arriver à être efficace. On parlait d'intelligence artificielle. Voilà, on revient là-dessus. Et de prédictif, mais si demain, je ne sais pas, il y a trop de circulation, on sait que tous les jeudis, entre 14h et 18h, il y a trop de circulation à 50 ans en Yvelines, on demandera à la personne, on lui proposera de décaler son déplacement, et si elle ne peut pas le faire, on pourra lui proposer de la téléconférence, un Skype professionnel ou quelque chose comme ça. On va au-delà de la mobilité, on va même dans l'immobilité, quoi. Comme réponse alternative en quelque sorte. C'est ça. La place de l'IA, justement, de l'intelligence artificielle, on en a parlé un petit peu dans la première partie. Les algos, voilà, ça c'est une question pour Didier Wall, tout à fait. Ça va être la big data, ça va être au cœur finalement des solutions et la puissance de calcul, la qualité de la personnalisation des solutions proposées va dépendre de la capacité que vous allez avoir à gérer cette donnée. Sans trahir de secret, vous en êtes où dans cette approche-là? Vous disiez, on fait des choses nous-mêmes, propriétaires, on préfère écrire nos algorithmes, mais est-ce que ça va pouvoir être tenable si vous avez un passage à l'échelle plus important? Comment ça va évoluer? Alors, il n'y a pas d'intelligence artificielle si vous n'avez pas de data. Donc l'avantage, effectivement, c'est qu'on récupère de plus. Alors nous, on a la data depuis longtemps puisqu'on a des véhicules connectés par définition. Donc on va avoir de plus en plus de data, ce qu'on appelle des highway data, qui vont de plus en plus inonder les marchés. Donc il va falloir les trier, bien sûr, les ordonnancer, etc. Et puis utiliser les bonnes data. Trop de data, tu la data aussi, attention. Ça peut être ça. Donc on y va pas à pas. Donc et c'était l'objet de ce qu'expliquaient Alexandre et Pierre. On a internalisé chez nous le pôle data scientist en fait, qui vont découper les types de data, les analyser et construire leurs algorithmes. Les algorithmes, c'est quoi? C'est quelque chose d'assez simple, je dirais, de mon point de vue. Mais pour comprendre, si vous voulez, une recette de cuisine, c'est un algorithme. Vous prenez un œuf, etc., de la farine. Donc l'algorithme, c'est ça. Donc c'est de construire une bonne recette. Une bonne recette pour nos clients, pour que, au final, l'outil soit le plus performant possible. Donc on y va petit à petit. Et il y a dans cette notion d'IA énormément de métiers. Donc c'est toute l'expérience dont je parlais tout à l'heure qu'il faut mettre dans l'IA. Donc on va récolter la data, écouter le métier et les utilisateurs et essayer de construire cet algorithme le plus pertinent possible. Voilà, donc c'est un travail qui va se mettre de plus en plus, mais l'IA est au cœur de nos stratégies, c'est sûr. Mais on n'est pas les seuls. On parle beaucoup d'IA, mais c'est vraiment... Il y a Google aussi. Il y a Google qui vient d'ouvrir son centre à Paris sur l'IA. Donc c'est pour... Et non, mais blague à part, justement, par rapport aux GAFA, par rapport aux géants qui ont construit leur puissance justement sur la maîtrise et l'exploitation des datas, comment vous pouvez avoir une place au soleil? Alors c'est sûr que par rapport à des Uber par exemple qui réfléchissent très vite, ils réfléchissent, Google qui réfléchissent à des plateformes avec Uber par exemple, ils réfléchissent déjà à l'autopartage aux États-Unis, ils réfléchissent à la trottinette électrique, il y a des grands mouvements qui se font là-bas. Donc c'est sûr qu'on peut pas se comparer, mais nous à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle des collaborateurs, on va essayer de comprendre l'écosystème de chaque entreprise. Donc on est vraiment dans le cousu humain.
dans vraiment le sur-mesure. savoir-faire, le sur-mesure, voilà, de l'IA. Voilà, on n'est pas sur des mass market comme peuvent être Uber ou Google, qui déjà entre eux se font la guerre pas mal. Donc nous, on va rester déjà à notre échelle. Et il y a quand même beaucoup de choses à réaliser. Voilà. J'avais envie, Adeline, de vous reposer une question un petit peu celle que j'ai posée à Patrick Martinoli tout à l'heure, Adeline Gauger-Lefebvre, de savoir la réaction de vos collaborateurs et de vos salariés par rapport justement à cette traçabilité, appelons-la comme ça, on a employé le mot de flicage tout à l'heure, cette capacité pour l'employeur de savoir exactement ce qu'on fait à quel moment, etc. Est-ce qu'il a fallu surmonter des réticences, voire des hostilités? Comment ça s'est passé chez vous? Alors sur le vélo, on n'a pas du tout la même posture et je me demande si les gens réalisent vraiment que c'est un vélo. Parce que c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Alors il se trouve que le vélo, quand il est connecté, c'est un vrai outil pour l'entreprise, pour le retrouver. Parce qu'un vélo à assistance électrique, c'est la grande mode de le voler maintenant. Donc nous, à la Poste, on en a déjà eu 2 de volés en 2 mois. Mais c'est absolument pas grave parce qu'à chaque fois, on les retrouve et puis on les trace. Voilà, on sait où ils sont. Donc très sincèrement, aujourd'hui, le frein, c'est pas la géolocalisation, c'est plutôt se dire il faut vraiment que je prenne un vélo pour faire un déplacement. Il faut que je change mes habitudes. Mais dès lors que les gens l'ont essayé, et pas uniquement faire un tour de pâté de maison, mais sur une durée relativement longue, les statistiques le prouvent, on adopte le vélo. Il faut l'essayer, il faut le faire. Et on adopte le vélo à assistance électrique, et on a parfois un peu de mal à revenir à un vélo classique. Pas forcément. C'est pas les mêmes usages. Pas forcément, parce que sur un vélo à assistance électrique, vous pouvez baisser l'assistance, voire même la couper. Donc ça n'est pas là, du vous tout êtes très courageuse. Pas du tout. Et très sportive. Pas du tout. Alors, je pense que tous les sujets qui viennent d'être abordés là méritent peut-être approfondissement, suscitent des questions de votre part. On peut prendre un petit peu de temps, je pense, pour avoir engagé un échange avec vous dans la salle. C'est tout simple, hein, vous levez la main, je viens avec mon micro, vous vous présentez. Vous dites aussi à qui s'adresse votre question, si c'est plutôt à l'un ou à l'autre. On peut aussi ressolliciter certainement les intervenants de la première table ronde, à qui vous auriez pu aussi souhaiter demander des précisions ou poser vos questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions ou apporter des témoignages éventuellement complémentaires de ceux que nous avons entendus. Qui souhaite se lancer? C'est toujours la première question qui est la plus difficile. On va passer tout de suite à la deuxième. Qui se lance? Je n'ose pas imaginer qu'il n'y en a pas. On n'a pas. Alors, le temps que vous réfléchissiez, je vais quand même en poser une supplémentaire. On a entendu dans tous vos témoignages la nécessité d'accompagnement, d'explication, j'allais dire de prise par la main pour avoir quelques poissons pilotes ou quelques ambassadeurs qui vont démontrer que c'est possible et puis ensuite susciter l'adhésion du plus grand nombre. C'est à chaque fois ce modèle-là qu'il faut encourager, Patrick Martinoli. Alors oui, il faut beaucoup accompagner les utilisateurs. Il faut apprendre à le faire parce que ce n'est pas forcément facile. Nous, on s'est aperçu qu'il faut les accompagner sur l'autopartage, mais également sur l'auto elle-même. Les utilisateurs ne prenaient pas les véhicules électriques. On s'est longtemps demandé pourquoi. Par la peur de tomber en panne, tiens. Non, pas du tout. Par la peur de ne pas savoir le conduire. Il n'y a pas de boîte de vitesse, je ne sais pas où est le frein à main. Et on n'entend pas le moteur. Et voilà, et on n'entend pas le moteur et on ne sait pas si on a démarré. Donc on s'est aperçu qu'il fallait aussi accompagner les utilisateurs non seulement sur l'autopartage, mais aussi sur les nouveaux véhicules. Les nouveaux véhicules. Alors Mobility Green nous a beaucoup aidé là-dessus. Alexandre nous a fourni des tas de trucs. Et j'étais tout à l'heure à Orange Garden, qui est notre centre de haute technologie où se développent les produits de demain. Et là, eux, ils ont fait carrément, ils sont revenus au papier. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut faire l'autopartage, on lit la notice d'abord. On lui donne le papier du véhicule qu'il va prendre. Et ce qu'on veut faire derrière, c'est bien entendu faire ça de manière électronique. Un petit sur tuto. Le téléphone. On est tous dans des entreprises digitales. Il faut que la personne qui récupère un véhicule reçoive en même temps le mode d'emploi. Voilà, et Pascal m'a promis qu'on aurait ça très très vite. Lancer une petite vidéo au moment où on démarre. Exactement. On vous appelle par votre prénom parce qu'on sait que vous avez réservé le véhicule et on vous explique comment ça marche. Exactement. C'est possible? Ça, c'est pas de la science-fiction? Non, c'est plus que possible d'ailleurs. Avec votre chatbot, là, vous devez pouvoir faire un truc comme ça, sûrement. Alors, des questions, des remarques, des commentaires, une fois, deux fois, trois fois. Merci.
se lancer. Jean Ménétry, IA System. On évoquait tout à l'heure le cas d'Autolib et le fait que ce qui avait couru à sa chute, c'est le fait qu'il y avait la contrainte de la localisation du véhicule, qu'il fallait le ramener sur une borne, d'où le free floating qui fait fureur en ce moment. J'ai pas entendu dans vos présentations l'évolution de votre offre à ce sujet-là. Alors je parle pas forcément de free floating total, mais je ne sais pas comment c'est traité chez Orange, entre 2 sites de l'entreprise, par exemple, de pouvoir faire uniquement du one-way entre 2 sites. Donc c'est plutôt une question, d'abord, oui, Didier. Alors sur, Oui. Bonjour Jean. Sur la technique. Donc effectivement, on peut faire, depuis le début, on peut faire du one-way, du site A à site B, de l'autopartage en boucle, du free floating, mais on s'aperçoit que ce qui marche, d'ailleurs, c'est ce qui est en train, c'est un peu dans le discours après Autolib. Ce qui marche bien, c'est, et ce qui est 95% des cas d'usage, c'est de prendre un véhicule d'un point A et de le ramener à un point B. Donc ça, on l'a dit, on l'a redit pendant très longtemps. D'ailleurs, je pense que chez Orange, d'ailleurs, c'est majoritairement le cas. On n'est pas passé en multisite et en free floating. On est passé sur d'autres clients, je pense à Euro Disney, etc., en free floating et en multisite pas encore, mais voilà. Mais nos préconisations, notre expertise nous fait dire que notre expérience nous fait dire que l'autopartage en boucle, quand même, ça recouvre 90%, 95% des cas d'usage. Donc, on commence déjà par la boucle. Voilà, c'est très bien. Et ensuite, on voit selon les sites et la typologie des sites si on peut mettre en place du free floating. Ce qui suppose effectivement une répartition des charges de véhicules. Que c'est un peu plus complexe. Et puis en plus, on va à l'encontre naturellement, si vous voulez, dans ma mobilité individuelle, je vais dire je veux un véhicule d'un point A et je vais le laisser à un point B et puis je m'en fiche. Alors que dans la philosophie de l'autopartage, c'est on partage le véhicule, mais on le fait de façon intelligente. Donc on pense communauté. On va dire voilà, je vais prendre plutôt mon véhicule pour ma destination et je vais essayer de le ramener. Voilà, je vais pas le laisser comme ça sur le bord de la route en disant voilà bon, quelqu'un d'autre va le reprendre, ce qui est pas certain. Voilà. Vous avez vu les photos des vélos en Chine en free floating où il y a des espèces de cimetières gigantesques de vélos. Oui, des tonnes et des tonnes. Il y a eu des grosses faillites d'ailleurs sur le vélo sharing en Chine. C'est assez complexe, voilà. Et on parlait d'algorithmes ou d'intelligence artificielle. Ils n'ont pas encore d'algorithme ou d'intelligence artificielle pour vous dire, voilà, vous allez retrouver. Ils savent surveiller les gens qui ne traversent pas au feu rouge, mais pour les retrouver les vélos, c'est plus compliqué. Donc plutôt l'autopartage en boucle, voilà, c'est plutôt une préconisation. Merci pour cet élément de réponse. D'autres questions ? Je voulais juste ajouter complément, un petit Patrick. Petit à petit, en continuant à travailler sur l'autopartage, etc., on s'aperçoit que parfois, il y a un besoin différent. Un besoin pour avoir sur un site du free floating. Donc on va sans doute arriver sur certains endroits à mettre un petit peu de free floating. Néanmoins, et j'aime bien dire que la Terre n'est pas plate, le one-way veut dire que tous les véhicules, à un moment donné, vont s'empiler à un seul endroit. Il y a toujours une ligne de plus grande pente qui fait que les véhicules glissent toujours par là. Et après, s'il faut mettre des jockeys en place pour ramener des véhicules un peu partout, ça devient vite très compliqué. Est-ce qu'il y a une typologie par rapport à ces usages différenciés que vous décrivez entre un milieu urbain et un milieu plus rural ou périurbain ? C'est pas tellement entre un milieu urbain et un milieu campagne. Non, c'est surtout au niveau du métier des gens qui vont utiliser les véhicules. On a des techniciens qui ont des gros outillages. Il y a des véhicules, soit des 2 places, soit des camionnettes, qui sont équipés d'un certain nombre de matériel. Et donc, il faut qu'ils puissent prendre le bon véhicule pour le bon dépannage qu'ils vont avoir à faire. Voilà. Donc, au niveau de ce métier, on va sans doute se diriger vers quelque chose d'un peu plus évolué. On est en train de réfléchir à ce sujet. Chez vous, Mathieu Échalier, chez GAC Technologies, vous avez aussi, à titre de l'entreprise en interne, développé ce type de solution pour vos propres salariés ou les cordonniers sont les plus mal chaussés ? On attend de passer à 2500 collaborateurs, on n'y est pas tout à fait. D'accord, il y a un effet de taille critique. Alors, sur 50 collaborateurs, on n'a pas assez de véhicules. Non, ça ne serait pas pertinent. En revanche, effectivement, on a déménagé. Maintenant, on est dans un des arrondissements de Lyon. Et là, très clairement, oui, des trottinettes électriques ou des vélos pourraient avoir un sens parce qu'on est voilà, des collaborateurs. On est en circuit court, là, vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose avec Bimobi. Vous allez échanger vos cartes. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle ? Merci.
Bonjour, Alexandre Forger, donc chef de produit marketing autopartage au sein d'ALD Automotive. J'ai une question par rapport à l'offre MTG. Aujourd'hui, votre offre fait en sorte que le véhicule autopartage soit 100% autonome. Vous y avez inclus des services comme le lavage sur site que nos clients apprécient beaucoup, le call center qui est aussi très apprécié de la part de nos clients. Aujourd'hui, il manque, de mon point de vue, une brique, notamment au niveau de l'entretien du véhicule. Savoir, par exemple, au moment où on fait le wash and shake, pouvoir remonter l'information auprès du gestionnaire, ça c'est une chose. Mais de pouvoir assurer derrière l'entretien du véhicule, ça c'est une autre chose. Est-ce que vous avez prévu de consolider l'offre MTG de sorte à pouvoir répondre à ce genre de problématiques auprès de nos clients? Une forme de conciergerie, voilà, le clé d'or de l'autopartage. C'est prévu ça, Didier? Oui, alors une brique qui manque effectivement. Alors on a testé, grâce à notre partenaire et client Assystem, le convoyage. C'est apparu en tout cas chez ce client, en tout cas qu'il manquait quelque chose dans la raquette, quelque chose, en tout cas une offre. Donc on a mis en place, cette offre de convoyage qui, alors, il y a eu des ajustements, mais qui fonctionnent en tout cas. C'est pas simple non plus, le convoyage. Donc il y a eu beaucoup de retours. En revanche, on est assez satisfait. Et puis alors le retour. Alors on va faire un retour justement avec ce client-là pour faire un point d'étape. Mais on a commencé à en parler à d'autres clients, notamment Enedis, qui est très intéressé pour ce type de prestations. On en a parlé aussi à d'autres clients. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence à être mis en place et qui vient compléter effectivement l'ensemble. Nous, on se voit chez MTG à terme, c'est un peu la tour du contrôle de véhicules connectés dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va essayer de gérer, vu qu'on a les données, on va essayer de gérer au mieux le véhicule, le partage, le nombre de collaborateurs, la répartition des véhicules selon les sites, l'entretien. Voilà, on va essayer de centraliser l'ensemble de ces demandes pour affecter le meilleur service possible pour l'entreprise. Voilà, donc on commence à construire cet ensemble-là. Voilà, pour bientôt chez ALD. La tour de contrôle du véhicule connecté dans l'entreprise. Pour compléter ce que dit Didier, le problème c'est qu'on est limité par les ressources qu'on a. Et puis quand on écoute les ingénieurs, ils ont grosso modo 1000 projets à mettre en place par mois ou par tous les 2 mois. Et le problème c'est qu'on est obligé de faire des choix. Et on est obligé de faire une roadmap qui nous amène vers ce qu'on veut faire. Mais effectivement, c'est des choses qui sont prévues. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? Oui, il y en a 2, c'est parfait. Une ici et une devant. Bonjour, Sonia de la société Caros. Bon, ma question est forcément pas très innocente, mais on parle d'autopartage. Est-ce qu'on parle aussi d'autopartager? Comment vous considérez le covoiturage et le partage de cette flotte de voitures-là pour justement la diminuer et éviter dans le one-way cette congestion automobile sur un point particulier? Alors effectivement, l'objectif c'est de alors il y a différents modes de partage. Effectivement, là on s'attaque à la flotte de l'entreprise. On va tout d'abord essayer de réduire. Enfin, on va déjà équiper les véhicules. On va acculturer les collaborateurs, je vais peut-être un peu fort le terme, mais en tout cas les habituer en tout cas à ce système-là. Ensuite, diminuer la flotte en faisant un reporting, en essayant de diminuer de 20 à 30% le nombre total de véhicules. Et ensuite d'y introduire effectivement d'autres modes de partage. Donc Caros, effectivement, c'est du covoiturage. On voit bien que des personnes qui peuvent venir en covoiturage d'un site de chez eux à l'entreprise et qui peuvent trouver sur place des véhicules encore à partager, voilà, on a bien une continuité dans l'offre, dans l'usage de mobilité. Donc ça marche super bien. C'est pas antinomique, au contraire. C'est pas antinomique. D'ailleurs, c'est encore... grâce en tout cas à un système, en tout cas on a réfléchi à ça il y a quelques années, mais en tout cas je trouvais que l'idée était très très intéressante. Alors je ne sais pas si vraiment ça fonctionne, mais le lien entre les deux, voilà. On essaye de soustraire le véhicule. On parle de mobilité, donc on dit voilà, vous venez en transport en commun sur place, vous voulez vous déplacer le midi ou vous voulez revenir le soir.
parce que vous n'avez plus du tout de covoiturage, vous utilisez ce véhicule autopartage. Donc voilà, on est vraiment dans cette philosophie de nouvelle mobilité. Voilà, c'est vraiment intéressant, la matière est vraiment intéressante à mettre en place. Alors c'est vraiment c'est tout début, Caros travaille très bien là-dessus, mais voilà, il faut faire rimer mobilité et fluidité, hein, finalement. Voilà, mobilité et fluidité, voilà, essayer de mettre l'ensemble en place. Une dernière question de mon confrère Raphaël Desrosiers. Bonsoir, Raphaël Desrosiers, l'Automobile Entreprise. Alors, question rapide, vous avez parlé de refonte de E-Colibri. Quelle date et quelle fonctionnalité en plus? Alors c'est une question pour surtout peut-être Pierre Butin qui va rentrer, peut-être, je ne sais pas où il est d'ailleurs, Pierre Butin, il est caché, oui, alors mais il a la réponse. Ce que disait Pierre, c'est effectivement le logiciel, il date quand même d'il y a 10 ans. Donc c'était une plateforme SaaS d'il y a 10 ans. Donc vas-y Pierre, prends la main si tu veux expliquer exactement techniquement ce qui va se passer. Techniquement, effectivement, on va se mettre un peu au goût du jour, point de vue langage, point de vue architecture, s'internaliser, partir un peu plus dans le cloud, parce qu'effectivement, on parlait un peu du nombre de véhicules qu'on était capable d'accepter. Effectivement, entre le moment où on a conçu la solution il y a 5 ans et aujourd'hui, effectivement, on a explosé les scores. Donc après, ça dépend de la question. Non, vous allez peut-être pouvoir faire Parce qu'après, oui, on part effectivement. Voilà, on avait notre produit, on voit qu'on travaille avec d'autres personnes maintenant. Donc on fait plutôt des services qu'autre chose. Et une date fin 2019. La refonte. Alors c'est assez transparent pour le client. C'est assez transparent pour le client. C'est un travail qui est en back office. Tout ce qui va, parce que le back office va pas changer pour le client final, va pas changer comme ça. Donc c'est une réécriture, etc. Donc ça se va vraiment dans le back office. Donc, mais par contre, c'est toujours encore, c'est pour l'année prochaine. Ce qu'on va essayer c'était une plateforme ouverte sur d'autres API. On parlait de GAC, on est plugué sur l'API de GAC sur la désignation des conducteurs. On est plugué sur les API de différents, chez PeopleSoft par exemple, chez Assystem. Voilà, c'est une plateforme ouverte, donc on va l'ouvrir encore plus, la sécuriser encore plus, même si elle est très très sécurisée grâce à Orange. Donc on va essayer de la faire la plus ouverte possible avec le plus possible d'API. Et donc ça suppose une architecture qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus réactive. Voilà, les spécialistes apprécieront. Merci pour ces précisions. La dernière question, ça sera la vôtre. Merci de vous présenter. Merci Dominique Mocard du Motion, du groupe Shell. Je voulais féliciter d'abord MTG pour le formidable plateau qui se trouve ici, d'avoir un acteur comme Orange effectivement qui a pris un virage il y a maintenant plus de 10 ans, qui a osé, et d'avoir effectivement la start-up d'il y a 10 ans qui s'appelait MTG, et qui a réussi effectivement à faire grandir cette idée du autopartage, et comme vous le disiez au niveau de la Poste, où là aussi vous avez su faire grandir je pense les comportements, parce qu'il y a déjà plus de 10 ans, vous demandiez à vos postiers de faire une formation pour apprendre à conduire et à consommer, je ne sais plus, c'était moins de 4 litres ou moins de 5 litres au 100, et qu'aujourd'hui vous mettez en formation ceux-là, les mêmes, pour conduire des voitures électriques. Ma question elle est toute simple, c'est qu'aujourd'hui on parle d'énergie. Effectivement, pour l'instant on a parlé de mobilité partagée, et le contexte actuel aujourd'hui, avec l'actualité très riche, montre qu'effectivement il va falloir aussi partager cette énergie, surtout si elle est électrique. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez prévu dans vos moyens, les uns et les autres, un moyen en fin de compte de mieux gérer votre énergie ? Merci beaucoup pour cette question qui relance le débat. Il y aura peut-être un Mobility & Co et deuxième édition spéciale énergie, mais dans MTG, il y a le G de Green, alors il y a peut-être un élément de réponse. La gestion de l'énergie, c'est un point effectivement important. Il y a la mobilité, il y a la gestion de l'énergie. Ce qu'on constate aujourd'hui sur la flotte, je ne crois pas qu'on fonctionne, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate sur la flotte totale de MTG. C'est que la part électrique est assez faible aujourd'hui, malgré tout. Je crois qu'elle est en dessous
elle est en dessous de 20%. Donc c'est vraiment, ça progresse vraiment lentement. Mais ceci dit, voilà, c'est vraiment l'enjeu, c'est de mettre de plus en plus ces véhicules électriques ou ces scooters électriques ou ces vélos électriques dans le mix de mobilité. Et les algorithmes et l'intelligence artificielle viendra en renfort de cette gestion d'énergie parce qu'effectivement, il y aura une demande plus importante. C'est quand est-ce qu'on dispatche l'énergie à tel véhicule pour tel besoin, pour tel kilométrage, etc. Donc on réfléchit déjà autour justement de la gestion de ces énergies, en tout cas, enfin de l'énergie électrique, en tout cas sur l'énergie thermique, dans le mix de mobilité. Voilà. Et comme l'expliquait très bien aussi Patrick tout à l'heure, c'est voilà, on va donner un véhicule électrique pour un tel usage, pour tel kilométrage, ou une trottinette, ou un scooter, et on va passer encore aujourd'hui à du thermique sur des longues distances, sur ces longues distances. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Dominique, mais voilà, c'est... Ça donne des pistes en tout cas de réflexion. Voilà. Voilà, on arrive presque au terme de cette partie informative, avant la partie plus conviviale de cette soirée. Merci beaucoup à nos 3 grands témoins. On peut vous applaudir. Le mot de la fin avec Pascal et Didier. Peut-être pas une conclusion, parce qu'on a bien compris qu'on était là à un point d'étape, et puis c'est une première édition, ça sous-entend qu'il y en aura sans doute d'autres. Des rendez-vous de cette nature, vous souhaitez les pérenniser, renforcer ce lien entre vos clients, vos partenaires et ce marché de l'autopartage qui est en train de se structurer et auquel vous contribuez, on l'a bien vu à travers la feuille de route que vous nous avez présentée. Les prochaines étapes, 2019, il y a déjà beaucoup de choses qui sont inscrites sur votre roadmap, comme on dit. Alors, ce qui était intéressant pour nous d'être présent, enfin d'organiser Mobility & Co aujourd'hui, c'était de dire que on nous a connus tout petits, on est sur un marché qui est complètement naissant, qui n'est pas encore mature. Alors on avait espéré une explosion 4 ans après notre création, puis ensuite on a espéré que ce serait les 4 ans suivants, puis on s'est dit les constructeurs vont prendre le relais. C'est une longue patience, votre métier. C'est exactement ça. Et donc l'idée c'est que nos clients nous ont accompagnés, on a essayé de les accompagner fortement en termes de services, mais nos clients nous ont accompagnés dans la durée en nous faisant grandir en même temps qu'on leur apportait plus de services. Et l'idée d'aujourd'hui, c'était de leur dire, on a plus de moyens aujourd'hui, on est sur un marché qui est un peu mieux orienté, on a plus de visibilité, et donc on vous fait partager ce qu'on va faire demain, parce que c'est grâce à vous qu'on le fait, quoi. Grosso modo, c'est à peu près ça. Donc forcément, il y aura d'autres réunions collectives comme on le fait aujourd'hui. Mobility & Co, c'est un bon titre. On aime bien le. C'est une bonne marque. C'est une bonne marque. Et puis, on le fera aussi en one-to-one avec nos clients pour comprendre, ou nos prospects pour comprendre ce dont ils ont besoin et comment on peut les accompagner. Mais effectivement, ça nous paraissait important aujourd'hui de faire un point d'étape avec un mini-bilan de ce qui s'est passé dans les 8-9 ans qui viennent de passer, et puis ce qu'on envisage dans l'avenir pour montrer que tout le monde est sur le pont et que ça va continuer à avancer. Alors vous avez fait un petit résumé de tout ça, on va pouvoir se replonger à tête reposée sur les nombreuses informations qui ont été partagées ce soir. Maintenant, place à l'échange, à la convivialité, et ça se passe juste de l'autre côté, le cocktail. Très bonne soirée à tous, merci de votre attention et à bientôt. Bon, j'arrive.